Radio Judaïka Strasbourg, partenaire des 100 ans d'EZI. Retrouvez dès à présent Sommet, en direct de nos studios à Cussac-Fort-Médoc. Et nous voici à nouveau en direct de Cussac-Fort-Médoc. Alors, bien dit. mon cher Dan Leclerc, c'est de plus en plus difficile de parler parce que les gens ne le voient pas, mais il y a un monde absolument considérable maintenant devant le stand de Radio Judaïka. On a approché les 10 000 personnes sur le terrain, ce qui fait une ambiance absolument incroyable. Et pour nous parler aujourd'hui sur cette table ronde qui nous relie aujourd'hui à Mathias Ordiak, coordinateur du voyage d'études mémorial de la Shoah. Bonjour Mathias. Bonjour à tous. Heureux de te retrouver ici à cette table en tant qu'ancien EI, mais également bien sûr aujourd'hui en tant que, je le disais, coordinateur du voyage d'études du mémorial de la Shoah. Nous reviendrons dans quelques instants sur l'importance de ces voyages et l'importance de la transmission et le rôle bien sûr du mémorial de la Shoah. Alors, vous pouvez entendre, on a l'impression d'être dans un stade de foot. C'est un petit peu compliqué, mais l'ambiance est à son comble. À tes côtés, cher Mathias, Julien Darmon. Julien Darmon, vous enseignez depuis une quinzaine d'années le commentaire biblique et les littératures rabbiniques à la Yeshiva de Paris. Vous êtes également docteur en sciences des religions et vous venez de terminer la coordination de l'histoire juive de la France aux éditions Albin Michel. Rien que moins de ça, sous la direction de Sylviane Hall-Goldberg, une histoire juive de la France, une sorte d'encyclopédie très importante, plus de 150 auteurs, près de 1000 pages, 400 illustrations, véritablement une œuvre monumentale et importante dont bien évidemment vous allez nous parler. Ma première question va venir tout de suite pour Mathias Ordiak. En quoi est-ce important la présence du mémorial de la Shoah ici, et qu'est-ce que l'on attend justement de cette journée, de ce week-end incroyable au travers de toute cette jeunesse? Alors évidemment, le mémorial de la Shoah se devait d'être présent pour représenter, se devait d'être présent au sein de ce rassemblement du plus important mouvement de jeunesse, de la jeunesse juive en France, pour pouvoir parler de l'histoire de la Shoah, de la transmission de l'histoire de la mémoire de la Shoah à cette jeunesse active, vive, qu'on entend effectivement dans toute sa joie d'être réunis aujourd'hui. Alors justement, la transmission, nous on a la génération d'après en fait, là on a la génération d'après et même pour certains d'après. Est-ce que les jeunes sont toujours aussi sensibilisés à l'histoire de la Shoah ou est-ce que c'est plus compliqué maintenant parce qu'on s'éloigne, parce que finalement on perd un peu le fil? Non, je pense qu'au contraire, les jeunes sont peut-être même encore plus sensibilisés aujourd'hui parce que les programmes, notamment les programmes d'histoire, laissent une place importante à cette histoire. Et puis évidemment, c'est le rôle du mémorial de la Shoah aussi de faire cette transmission à travers ses activités pédagogiques, à travers les voyages d'études dont je m'occupe en particulier. Et à travers les voyages d'études, c'est les voyages à Auschwitz, entre autres, oui. Entre autres choses, c'est notamment les voyages en Pologne, là où il y a sur les lieux de mémoire de la Shoah. Voilà, les voyages d'études à Auschwitz sont bien sûr, je dirais, le cœur de notre activité, mais aussi l'ensemble des projets pédagogiques que les classes mènent autour de ces voyages d'études. Alors là, il y a un public particulièrement sensibilisé. Vous avez l'habitude d'avoir un public pas trop sensibilisé, justement. On a eu l'occasion de se rencontrer sur un événement, sur une restitution de voyage auprès de 200 jeunes qui ont participé. J'imagine que la manière de l'aborder et les retours qu'on a ici sur à Cussac-Fort-Médoc sont très différents de ce que vous avez au quotidien, ou non d'ailleurs peut-être. Alors ici, on a plus, je dirais, un objectif de présence et d'évoquer les activités du mémorial dans le cas de ce que vous évoquez, la restitution à Strasbourg. Il s'agissait vraiment de la restitution de projets qui ont été menés tout au long de l'année avec des classes qu'on a suivies tout au long de cette année. Merci beaucoup Mathias déjà pour ces premières informations. Je me tourne maintenant vers Julien Darmon. Je rappelle, enseigne depuis une quinzaine d'années le commentaire biblique et les littératures rabbiniques à la Yeshiva de Paris. Vous êtes également docteur en sciences des religions. En quoi est-ce important pour vous aujourd'hui d'être présent et comment est-ce que cette transmission dans l'histoire et du judaïsme et du scoutisme finalement des EI est importante pour vous, quoi? C'est très important parce que on fête le 100e des EI et le 100e des EI, c'est un événement qui ne concerne pas seulement les EI, qui est un anniversaire absolument fondateur
pour les Juifs de France et qui est un événement très important dans l'histoire de France tout court, parce que on l'ignore souvent, mais les EI ont joué un rôle majeur dans l'histoire de France, pas que dans l'histoire des Juifs de France, mais dans l'histoire de France. Ça a été à la fois... Sans faire de mauvais jeu de mots, éclairez-nous, quoi. Voilà, parce que en 1923, d'accord, si je calcule bien, il y a 100 ans, on était en 1923, c'est une période très particulière. Contrairement à ce qu'on s'imagine souvent, le judaïsme français n'est pas du tout moribond à cette époque-là. C'est un judaïsme très bien installé, très bourgeois, qui a très bien réussi, mais qui s'endort un petit peu sur ses lauriers, et il va y avoir l'arrivée depuis surtout la Première Guerre mondiale de beaucoup de réfugiés juifs d'Europe orientale qui vont un peu réveiller les consciences juives françaises, et parmi les acteurs de ce réveil juif, il y a Robert Gamzon et il y a Edmond Flegg. Et ils vont créer les EI, et le projet des EI, c'est à la fois de participer à ce mouvement mondial du scoutisme et de redécouverte, de découverte tout court de la valeur de la jeunesse et de l'engagement de la jeunesse, mais aussi de marier un esprit juif qui implique aussi un esprit sioniste, qui implique un esprit républicain, qui implique un esprit de contact avec les textes de la tradition, et d'engagement dans la cité de tout ça. Et ça va se traduire comment? Ça va se traduire pendant la guerre, parce que contrairement, on parle de la mémoire de la Shoah, ce n'est pas seulement une mémoire des victimes. Les Juifs n'ont pas été que des victimes de la Shoah, ça a été des acteurs de la résistance à Vichy, de la résistance au nazisme, de la résistance à l'occupation, et les EI ont été des acteurs majeurs de la résistance spirituelle des Juifs, du sauvetage des enfants et de la résistance armée. Alors, vous parlez des EI pendant la guerre. On a parlé de 1923. En quoi et comment aujourd'hui les EI contribuent en fait à l'histoire de ce judaïsme en France? Je pense qu'on est un petit peu dans une situation comparable, au sens où on est grâce à Dieu, dans une communauté juive qui est très bien installée, très bien intégrée, avec de belles réussites, avec des institutions solides, mais on a parfois tendance à se dire, bon, puisque tout va bien, on n'a pas à se soucier de l'avenir. Et on a besoin de la jeunesse pour nous donner de nouvelles idées, pour penser qu'est-ce que sera le judaïsme français dans 20 ans, et pour faire des projets qui soient pas juste des projets entre nous, mais des projets qui concernent la société française dans son ensemble. Et je pense que les EI sont à la première place pour mener cette mission. Alors, c'est vrai que c'est intéressant et important de le remettre en perspective, et je me tourne vers Mathias Hortziek, cet éclairage finalement du rôle des Juifs, des EI au sein de la Seconde Guerre mondiale, ou en tout cas avant, est particulièrement intéressant parce que ça permet de faire émerger une autre vision, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de mettre en perspective, et qui doit sûrement être peut-être aussi un apport pour pouvoir complémenter justement les enseignements que vous prodiguez habituellement. Est-ce que vous abordez cette thématique au travers des publics différents que vous rencontrez? La thématique, en tout cas, cette manière des EI, des mouvements de jeunesse, de l'intégration, de la résistance, du militantisme. Alors bien sûr, effectivement, c'est quelque chose qui est abordé, la résistance, les différentes formes de résistance, aussi bien la résistance armée, la résistance aussi au sein des réseaux de sauvetage, ce qu'on pourrait appeler aussi parfois la résistance spirituelle, sont des choses qui sont abordées pour ne pas uniquement montrer le caractère, c'est ce que vous disiez, le caractère victimaire, mais aussi le fait que les Juifs, comme on l'a laissé, ou en tout cas comme on le disait jusque dans les années 70, les Juifs ne se sont pas laissés aller à l'abattoir sans résister, sans essayer de résister et de rendre, on va dire, à minima plus compliqué l'entreprise d'arrestation et de déportation. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour tous les deux, et comment est-ce que demain vous allez continuer à transmettre, à partager, et surtout à transmettre, parce que finalement on a beaucoup parlé de transmission, on a beaucoup parlé de valeurs, et l'histoire est au fait de la vivre, mais surtout de la produire et d'en être un acteur principal. Comment est-ce que ces jeunes générations, ces 10 000 jeunes qui sont présents ici aujourd'hui, vous allez les sensibiliser? Comment est-ce que vous allez les accompagner, et quels sont les conseils que vous leur prodiguerez?
nous, ce qu'on essaie de faire passer, donc à travers cette encyclopédie Histoire juive de la France, qui couvre l'histoire des Juifs en France et de leur contribution à l'histoire de France. Apparaître, je le rappelle, en octobre 2023, qui est imminente. Donc 1088 pages, ça part de l'époque gallo-romaine jusqu'à la fin du XXe siècle. Et ce qu'on essaie de montrer en particulier pour les périodes contemporaines, on va laisser les jeunes défiler. Alors, on a une légère interruption de programme pour cause de manifestations de joie, voilà, au sein du studio de Radio Judaïka, mais on continue, on garde le cap. C'est qu'on parle comme ça de ces grandes figures tutélaires, de ces totems qui ont été Castor, Manitou, Flegg, etc. Mais il faut voir que ces gens-là, à leur époque, c'est pas des gens qui sont descendus du ciel tout armés avec un projet. C'était Gamzon, quand il a créé les EI, il avait 17 ans. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Manitou, quand il a débarqué, bon, c'était le fils du dernier grand rabbin d'Algérie, mais à part ça, c'était pas quelqu'un qui est arrivé bardé de diplômes avec une route toute tracée, avec un tapis rouge qu'on lui a déroulé. C'est des gens, ils ont pris le taureau par les cornes, ils se sont dit, il y a des choses à faire, on va les faire. Et on va les faire à notre échelle. Et aujourd'hui, on est les héritiers de ces gens. Alors, on imagine que c'est des géants, mais c'est des géants qui faisaient la même taille que nous. Et donc, je suis persuadé que parmi les 10 000 jeunes qu'on a ici, allez, même si c'est 1%, ça veut dire qu'on en a 100 qui peuvent être des Gamzon, des Manitou, des Loinger, des Lévites. Finalement, les EI sont un terreau fertile d'émergence de l'ensemble de ces grands futurs ou en devenir, et l'histoire doit servir à entretenir et à continuer de les faire émerger. Voilà, mais c'est ancré dans le quotidien. Moi, ce qui m'a marqué, voilà, on a fait une exposition avec le Centre Flegg, là, à l'occasion du 100e, sur des grandes figures. Et donc, on a mis des kakémonos. Ils tenaient pas très bien, ils arrêtaient pas de tomber. À chaque fois qu'il y avait un kakémono qui tombait, il y avait toujours un jeune ou un moins jeune, mais avec le foulard, qui était là pour relever. On voit pas ça partout. Et cet esprit-là de service, on se pose pas la question d'aider l'autre, de donner un coup de main, ça a l'air de rien, mais c'est ça qui est fondateur. Et on en a particulièrement besoin aujourd'hui. Alors, on est au terme de l'émission. Qu'est-ce que l'un et l'autre on peut souhaiter pour les 100 prochaines années pour les EI, peut-être Mathias ? Que ça continue, ça me paraît déjà pas mal. C'était le nom d'une chanson, voilà. On a les références EI, on les a pas. Hein. Oui, que ça continue, que cette jeunesse vive, se développe. On parlait de ce qu'elle pouvait apporter à la communauté juive. On a vu déjà ces 100 dernières années combien de leaders de la communauté juive, mais aussi combien de leaders de toutes sortes. Et je pense que vous en avez reçu quelques-uns au cours de la journée, sont issus des EI. Et je pense que cette belle jeunesse qu'on voit défiler depuis tout à l'heure, certains ont 8 ans aujourd'hui. Dans 10 ans, dans 20 ans, ils auront d'abord pris peut-être la succession, entre guillemets, de leurs animateurs au sein des EI, mais aussi de leurs glorieux aînés au sein de la société française et pour certains de la société israélienne. Alors Merci, pour vous, Mathias. le mot de la fin peut-être sur ce qu'on souhaite aux EI pour les 100 prochaines années ? On peut leur souhaiter de continuer à contribuer, effectivement, et à assurer la diversité et l'unité du judaïsme en France et dans le monde, et de contribuer à enrichir et à préserver les acquis démocratiques et républicains de nos sociétés qui sont de plus en plus menacées à ce niveau-là. Et pour le bien, toujours prêt, je crois que c'est particulièrement d'actualité. Magnifique mot de la fin, mon cher Dan. Tout à fait, et comme dans le principe des EI, EI un jour, EI toujours, que ça continue encore et encore. Comme disait notre Merci ami Jean-Jacques. beaucoup, merci de à votre vous, messieurs, participation. et Merci. très bon 100e à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci pour tout. Radio Judaïka Strasbourg vous a présenté une émission spéciale 100 ans des EI, à retrouver en podcast sur notre site radiojudaïkastrasbourg.fr.